Donc, guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours, voici ce que doit être et rester le rôle d'un professionnel de santé. Mais aujourd'hui, avec cette pénurie déclarée, d'ailleurs c'est une pénurie mondiale déclarée en professionnels de santé, combinée à l'augmentation de leurs obligations administratives, impacte le processus de soins et surtout la relation médecin-malade. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des pays du monde escomptent converger vers une couverture médicale universelle d'ici 2030 et d'ailleurs, c'est un objectif de développement durable. La convergence et la généralisation de la couverture implique une charge supplémentaire, que ce soit en administratif comme médical. D'ailleurs, le dernier rapport, la dernière réunion de l'ONU, tenue le 21 septembre 2023, a affirmé que ce ne sont pas moins que de 4,5 milliards de personnes dans le monde, soit 50% de la population mondiale, que devrait converger vers et atteindre et bénéficier de cette couverture médicale universelle d'ici 2030. Ceci implique un passage et un défi important pour les hôpitaux. Ces hôpitaux doivent se tourner vers la technologie, avoir le potentiel, bénéficier du potentiel de l'intelligence artificielle pour accompagner les professionnels de santé, que ce soit dans les tâches médicales que dans les tâches administratives. Je vais commencer par vous poser la question, docteur Louis Etienne, vous êtes un des ardents défenseurs de l'intelligence artificielle et de la technologie et du numérique en santé. À votre avis, comment l'IA pourrait améliorer les pratiques de soins à l'hôpital? Alors, vous ne me voyez peut-être pas, je ne sais pas si vous me voyez, j'ai pourtant activé ma caméra. Enfin, le principal, c'est que vous m'entendiez. Écoutez, c'est un sujet extrêmement vaste parce que vous l'avez effectivement bien décrit. Il y a tous les problèmes, effectivement, de l'accès aux soins, puisque un patient, il faut qu'il accède à des soins de qualité, et il faut qu'il ait en plus la possibilité de… Ah, je ne vois pas. Non, ça va. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, on vous entend, professeur. Et alors, et donc il faut qu'il ait la possibilité en même temps d'accéder à des soins et que ces soins soient accessibles d'un point de vue financier. Il y a un deuxième élément qui est la gestion pure et dure, on va dire, de l'administratif au niveau des hôpitaux. Là, les IA qui sont utilisées sont plutôt des IA dans un point de vue strictement administratif. C'est plutôt sur l'étude de la problématique des entrées, des sorties, des soins qui sont faits, etc., etc. C'est pas tellement mon sujet. Moi, celui auquel je me suis attaché depuis des années, c'est, comme vous l'avez dit, et c'est selon moi le plus important, c'est la relation médecin-patient. Et dans la relation médecin-patient, le plus important, de mon point de vue, c'est la parole du patient. Parce que nous, les médecins, nous sommes toujours en aval du patient. Si on joue aux échecs, le patient, il joue les blancs, et nous, le médecin, on joue les noirs. Le patient vient nous voir, il nous dit, voilà, j'ai un problème. Et nous venons derrière pour essayer de le comprendre et d'essayer de l'améliorer. Et justement, l'intelligence artificielle peut, en tout cas, c'est mon credo, peut aider considérablement au recueil de la plainte du patient et au recueil de façon à transformer cette plainte qui est diverse, qui est avec des tas de mots qui sont les mots du patient, avec une connaissance qui est une connaissance parcellaire, bien entendu, avec la façon dont il comprend son problème, la manière dont il l'exprime, et de la même façon, le médecin qui comprend, qui essaye de comprendre la parole du patient, qui l'interprète. Ben, quand on voit ces deux éléments, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'incertitudes entre les deux. Il y a l'incertitude de la parole du patient, l'incertitude de la connaissance du médecin, notre propre incertitude de la médecine, puisque nous ne connaissons pas tout en médecine. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle peut aider à recueillir la parole du patient, à la structurer et à l'envoyer dans une IA qui va pouvoir essayer d'envisager des hypothèses diagnostiques, aider à la prescription des examens, aider peut-être également au traitement, et fournir toutes ces données dans un dossier qui serait, nous avons en France le DMP, vous avez toute cette même volonté dans
dans le livre blanc qui a été écrit. Et donc, c'est tout cet ensemble-là dans lequel les IA, quelles qu'elles soient, peuvent servir pour numériser cette parole du patient, numériser également la pensée du médecin et la mettre dans un espace de santé qui sera accessible au pouvoir public pour gérer la santé publique. Voilà, c'est une réflexion générale sur ce que je pourrais vous dire. Merci, c'est clair. Donc, que ce soit dans la dimension diagnostique, que ce soit dans la dimension thérapeutique, que ce soit dans la dimension de la data, l'intelligence artificielle reste très, très importante dans l'amélioration, l'optimisation des processus au sein de l'hôpital. C'était clair. Je tourne vers le professeur Azedine Benani, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, professeur, avec la généralisation de la couverture médicale universelle dont le Maroc s'inscrit parfaitement dans le cadre de la refonte duale du système de santé et de la protection sociale et de projets initiés par Sa Majesté le roi Mohamed VI. L'hôpital aujourd'hui fait face à une certaine complexité des situations organisationnelles, avec l'émergence de tâches administratives complexes, chronophages. À votre avis, vous qui êtes un expert en transformation digitale, comment l'IA et le digital pourraient réduire cette charge administrative, que ce soit dans la gestion de dossiers médicaux, la codification des actes, la facturation, pourrait accompagner le professionnel de santé ou l'hôpital? Activez votre micro, s'il vous plaît. J'ai dit merci de m'avoir donné la parole et de me permettre de prendre part à cet échange avec Dr Etienne et les autres participants. Et en fait, pour parler de l'IA dans un environnement hospitalier ou pour la santé d'une manière générale, il faut, à mon avis, d'abord faire un petit clin d'œil à l'histoire pour comprendre comment ça s'est articulé depuis maintenant plus d'un quart de siècle. Hein, parce que la technologie de l'information, de la communication est utilisée pour donc l'amélioration de l'administration des processus, que ce soit des processus de soins ou d'autres. Ça fait plus d'un quart de siècle qu'on le fait. À titre d'exemple, en France, bon, il y a le dossier médical qui existe depuis pas mal d'années. Hein, j'ai été un peu me l'affirmer. Une des problématiques qui, à mon sens, mérite d'être traitée et discutée, c'est la problématique de l'open data de santé. Puisque je vais venir pour répondre de façon directe à vos questions, mais je tenais à préciser cela. Donc, je voudrais juste préciser que sans données, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Hein. Il peut y avoir de l'utilisation de la technologie de l'information et de la communication pour l'automatisation de certains processus, notamment les processus de soins. Mais si donc il y a la possibilité d'utiliser les données de santé, que ce soit au Maroc ou que ce soit donc ailleurs, et en particulier en France, et donc là je me répète au Maroc, là l'intelligence artificielle, les agents intelligents, ils peuvent apporter bien sûr, peuvent contribuer à ce que l'administration de l'hôpital soit beaucoup plus efficace, dans le sens où donc on va libérer les professionnels de santé, que ce soit les médecins, les administrateurs, les infirmiers, tous ceux qui, les acteurs, tous les stakeholders de l'hôpital, on va les libérer des tâches répétitives et on va éviter les erreurs. Donc maintenant, concrètement, comment on peut utiliser les agents s'il est possible, s'il est permis de le faire. Bon, par exemple, un chatbot pourrait donc jouer le rôle de la standardiste pour fournir des informations sur la santé, pour planifier les rendez-vous, pour rappeler donc aux patients, aux médecins ou aux cadres soignants donc leur planning. Voilà,
ça c'est un exemple d'automatisation qui va au-delà que de l'automatisation via donc les systèmes d'information. On peut prendre un autre exemple, c'est que la question du trust et de fraude et la facturation, l'automatisation de la facturation par des agents, ce qui permettrait d'éviter les fraudes et d'améliorer l'efficacité économique des hôpitaux, le temps cherché par tous les gouvernements, et en particulier le gouvernement français, et donc au Maroc, moi je pense que nous devons nous servir des différentes expériences, notamment de l'expérience française, pour éviter, enfin pour apporter donc un système qui est plus approprié et qui permet d'aider les acteurs dans le domaine de soins de performer de façon efficace et de faire tout simplement leur métier au lieu de passer pas mal de temps dans les tâches administratives. Alors les exemples sont nombreux, donc si vous me redonnez la parole, donc je continuerai à donner d'autres exemples, mais je voulais juste préciser ces deux exemples pour ne pas trop monopoliser la parole. Voilà. Merci. D'ailleurs, pour abonder dans le même sens, un dernier rapport du Conseil national de l'ordre des médecins, puisque vous avez parlé du système français en France, avait évoqué que pratiquement 9 hôpitaux sur 10 en Europe sont utilisateurs d'une ou plusieurs applications dotées d'IA dans 4 domaines importants: l'informatisation des données, la logistique, le diagnostic et les soins. Donc là, je vois que l'IA elle est omniprésente, surtout dans les pays européens, mais ce qui nous manque, c'est de voir son impact direct sur le processus de soins et s'inspirer des bons pratiques. D'ailleurs, vous avez cité les exemples de l'IA générative et le potentiel de l'IA générative, surtout pour éviter les tâches qui sont répétitives et vraiment augmenter même, réduire la marge d'erreur. Je vais revenir vers vous, docteur Louis Etienne, pour vous dire qu'aujourd'hui, la majorité des hôpitaux se penchent ou bien comptent beaucoup sur le pouvoir de l'intelligence artificielle, de la technologie pour résoudre la problématique des urgences, que ce soit la file d'attente des urgences, que ce soit la question des fausses urgences. À votre avis, docteur Louis, l'IA pourrait améliorer la performance des structures d'urgence, et oui, comment? Alors, écoutez, c'est justement, nous, c'est notre travail, c'est le travail que nous faisons donc, depuis pas mal d'années. On a commencé ça fait depuis au moins 5 ou 6 ans qu'on est allé au Maroc, justement pour essayer d'amener un petit peu j'allais dire, la bonne parole que nous essayons de délivrer en France. Je peux vous dire qu'en France, nous ne sommes pas plus avancés réellement que vous ne l'êtes, dans la mesure où il est nécessaire de comprendre que nous sommes en France, et je pense que c'est pareil chez vous, nous avons un problème de désertification médicale absolument dramatique. Nous avons de moins en moins de médecins et les gens, du fait qu'ils n'ont pas de médecins traitants ou de moins en moins de médecins traitants, ben, ils vont à l'hôpital, ils vont aux urgences. Donc, nos urgences maintenant sont débordées, on attend 5 heures, 6 heures, parfois plus, pour des tas de problèmes qui ne nécessiteraient absolument pas les urgences. Alors, c'est en fait un problème de baignoire. Un problème de baignoire avec de l'eau qui rentre dans la baignoire et de l'eau qui sort par le trou de la baignoire. Actuellement, la baignoire, elle déborde. Elle déborde parce que nous avons trop de gens qui viennent aux urgences, parfois à bon escient, mais souvent à mauvais escient. Donc, il faudrait déjà essayer de réguler la partie, on va dire, de réguler la demande. Et ça, de réguler la demande, c'est donner déjà aux patients les moyens de pouvoir s'auto-réguler. Vous savez que quand on appelle donc, le 15 donc en France, et puis vous avez la même chose donc, au Maroc, vous avez un médecin régulateur et des aides à la régulation médicale dont le rôle est de faire du triage. Le rôle de ce triage, c'est que ça permet justement de se dire, bon, ben, quel est le niveau de gravité? On utilise la CCMU, la classification commune de médecine d'urgence, à 5 niveaux, et ça nous permet de nous dire, bon, ben voilà, cette personne-là, elle n'a rien à voir aux urgences, il faut qu'elle soit
il faut qu'elle voie son médecin traitant ou autre. Donc, on peut déjà réguler en amont des urgences. Ensuite, on peut réguler au sein même des urgences. Une fois que la personne est arrivée aux urgences, eh bien, et en admettant qu'elle ait des raisons d'y être, on peut recueillir sa parole, recueillir sa plainte, justement avec une IA, avec un questionnaire intelligent. Nous, c'est ce que nous faisons avec Medvir. Le système est capable de poser des questions, soit sous forme de chatbot, soit sous forme non chatbot. Le chatbot pose un problème, c'est qu'il est lent. Il est long. Pour résoudre un problème, il faut pouvoir le résoudre en 5-6 minutes. Un chatbot, c'est toujours long, ça met toujours 10 minutes, 15 minutes, c'est beaucoup trop long. C'est pour ça que nous avons opté plutôt pour des systèmes non chatbot qui permettent de recueillir beaucoup plus d'informations. Alors, le patient, quand il arrive aux urgences, il peut comme ça, donc, soit taper sur son smartphone s'il a un smartphone, soit accéder avec une tablette, soit avec une borne interactive. Et donc, il peut remplir un questionnaire qui est un questionnaire qui lui pose des questions de façon très simple, exactement comme le fait un médecin. Ça fabrique donc ce qu'on appelle une anamnèse, donc un compte-rendu. Et ce compte-rendu peut être donné à une infirmière d'accueil et d'orientation ou au médecin en lui donnant la plainte du patient, mais qui est normalisée, avec des hypothèses diagnostiques qui peuvent l'aider, il les utilise ou il les utilise pas, et un niveau de gravité. On peut donc prioriser une personne en disant cette personne, il faut qu'elle soit vue tout de suite. Et en même temps, on a des hypothèses diagnostiques qui vont aider le médecin ou l'infirmière. Ça, ce sont deux exemples qui vous montrent que l'IA peut aider à éviter que les urgences soient encombrées et également d'aider au flux à l'intérieur de l'hôpital parce que le patient va être pris en charge beaucoup plus rapidement et surtout la machine, enfin l'IA, va aider à la prescription. Nous voyons, nous, aux urgences, que souvent, on demande énormément d'examens qui ne sont pas nécessaires. Pourquoi? Parce que le patient n'a pas été interrogé suffisamment. Si on interroge un patient suffisamment, on demande beaucoup moins d'examens. Si on demande beaucoup moins d'examens, on diminue le temps de passage de la personne au sein de l'hôpital et surtout, ça coûte beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Donc, l'IA sert à fluidifier. Et donc, vous voyez que ça fait le lien avec toute la partie administrative, puisque l'administratif finalement est très lié au médical. Et si vous avez des IA qui sont communicantes, et ça j'y reviendrai peut-être sur la question des ontologies enfin, de la symbiose, de la symbiote, etc. C'est une collaboration. Et il faut donc qu'il y ait une interopérabilité entre les systèmes d'IA et le système hospitalier qui, lui, fonctionne avec ses propres normes. Et en même temps, avec le DMP, qui est l'espace numérique de santé. Donc, il faut qu'il y ait une interopérabilité. Pour ça, je pourrais vous en reparler. Merci beaucoup, c'est très clair. Et d'ailleurs, vous avez déjà déployé une application ou bien un dispositif de télémédecine, si je me rappelle, au niveau des services d'urgence pour assurer ce tri de patients. Oui, absolument. Alors, on l'a fait par exemple. Cette expérience. On l'a par exemple donc on a commencé à le déployer à la Riboisière il y a un certain temps. Là, nous devons commencer à le déployer dans une vingtaine d'hôpitaux en France, dans un dossier, ce qu'on appelle un dossier PREPS. Et nous avons depuis 3 ans fait avec le CHU de Limoges une expérimentation intéressante, c'est-à-dire que Medvir est proposé aux infirmières qui se trouvent dans les EHPAD. Et donc, les infirmières, quand elles ont un problème de santé sur un patient, elles vont pouvoir interroger le patient avec Medvir. Ça va fournir un compte-rendu et ce compte-rendu va pouvoir permettre aux médecins distants de prendre une décision. Et on évite comme ça énormément d'hospitalisation. Et on a une publication donc, qui va être faite par le CHU de Limoges très, très prochainement et qui montre que cette IA est vraiment très, très utile. C'est un exemple. Merci beaucoup, Dr. Pic. Merci parmi des dizaines voire des centaines d'exemples qui existent actuellement dans les différentes publications. Je reviens vers vous, professeur Azdine. Professeur Azdine, vous avez déjà publié un article sur l'acceptation de l'Internet of Things, c'est-à-dire l'Internet des objets, par les diabétiques. À votre avis, quels sont les facteurs limitants
ou favorisons l'acceptation de l'intelligence artificielle, de la technologie en général par le médecin au niveau de l'hôpital? Très bien. Et en fait, ce travail-là, cette publication, et donc ça traduisait donc les résultats obtenus en collaboration avec le professeur Hartmann de Salpêtrière, qui est aussi le responsable de service de diabétologie. Donc, c'est un travail qui a été fait conjointement avec certains de spécialistes et professeur Hartmann, dont à l'hôpital de Salpêtrière à Paris. Et en fait, ce qu'on a constaté, parce que bon, j'étais pas tout seul, moi j'ai eu la chance d'encadrer et d'avoir quelques personnes qui m'ont aidé dans cette tâche-là, pour identifier justement les facteurs qui favorisent l'acceptation des IoTs, et notamment pour les diabétiques, puisque il y a de plus en plus de diabétiques en France, 4 ou plus de 4 millions actuellement, et puis malheureusement, ça ne fait que grimper. Bon, pour le Maroc, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que bon, on ne doit pas être, en termes de pourcentage, on ne doit pas être loin. Bon, pour être assez succinct et assez bref, donc les facteurs ont été regroupés dans plusieurs catégories. Donc il y a des facteurs qui sont relatifs qui sont la psychologie. Donc on a été chercher ce qui se passe au niveau des sciences cognitives, de la psychologie cognitive. On a été aussi regarder tous les facteurs qui influencent donc le behavior, le comportement de la personne, et notamment des patients, et en particulier les diabétiques. Donc des facteurs sociologiques, des facteurs bien sûr dans le domaine médical, donc ce que considèrent comme facteurs importants les médecins. Et puis on a pris en compte aussi des facteurs qui appartiennent à la catégorie économique et du management, qui sont souvent donc négligés par les offreurs de ces IoTs, et notamment dans le domaine de diabète, pour les diabétiques. Et puis la dernière catégorie, qui est l'innovation en technologie de l'information, qui va irriguer tout ça et qui va nous permettre une hybridation de ces différents facteurs, hein, et voir à l'aide d'un modèle qu'est-ce qu'il faut d'abord considérer dans le cadre d'un modèle qui est plus ou moins universel, avant de commencer à produire des dispositifs digitaux ou IoTs pour accompagner aussi bien donc, le médecin que le patient. Et dans le cas du diabète, le schéma le résultat était très clair que bon, il y a une centaine d'éléments, donc je vais pas une centaine d'items avec pas mal de catégories qui s'inscrivent dans les catégories que je vous ai citées tout à l'heure. Et un des problèmes, c'est que c'est pas, on met à la disposition des patients des outils, parce que ça a toujours été accessible économiquement. Bon, le docteur Etienne a soulevé la question du DMP. Donc, quand on regarde en France combien de régions ont utilisé le DMP, donc il n'était même pas utilisé à 25%. Hein. Donc, je pense de tête comme ça, la région la plus qui est numéro 1, c'est la Picardie. Mais on voit très bien qu'il y a des solutions, mais malheureusement, on ne tient pas compte de ces catégories et de l'acceptation des facteurs dépendants de ces catégories que je viens de citer, pour d'abord apporter les solutions, quelles que soient, qu'ils soient donc technologie de l'information automatisée avec l'IA ou autre. Et donc, une des solutions que je vois, par exemple, qui est très facile à mettre en place, c'est de mettre des agents, c'est rendre intelligente la carte vitale, là, pour la France. Hein. Donc, rendre intelligente la carte vitale, ça c'est facile, puisqu'on a déjà des cartes de crédit qui sont intelligentes. Hein. Donc, c'est au lieu Bon, voilà. Donc, c'est à une autre occasion, donc je parlais des autres facteurs, mais si on a le temps, je peux vous montrer le modèle d'acceptation auquel on est arrivé, qui est relativement complexe, mais je me ferai un plaisir de le partager avec vous.
et qui a été, Oui, on avait fait des présentations à Waterloo parce que au Canada, parce qu'ils sont très avancés par rapport à nous. Donc je vais vous montrer, partager avec vous quelques transparents, mais pas trop pour voilà. Donc alors je fais le partage. Je ne sais pas si j'aurai la possibilité de... Alors, partager, inclure, partager le contenu, les fenêtres, voilà. Ça doit être ça. Normalement, vous devez les voir là. oui, on arrive à les voir. Voilà, vous arrivez à les voir. Donc, vous voyez qu'ici, on a des facteurs. Alors, je ne sais pas si... Voilà, je vais laisser comme ça pour que continuer à les voir. Donc ça, c'est l'approche qu'on a eue, c'est une approche multidisciplinaire qui tient compte de la science cognitive, de sciences sociales, de domaine médical, d'économique et puis de l'innovation technologique. Et donc, on a réussi à catégoriser un certain nombre de facteurs qu'on voit ici. Alors, parmi ces facteurs, je vais les élargir là. Vous continuez à voir, hein? Oui, voilà. Donc, on a fait une sorte de taxonomie de l'acceptation avec des facteurs et des dimensions. Par exemple, ici, quand on voit au niveau de l'individu, donc au niveau de diabétique, au niveau du patient, donc il y a le facteur perception qui est donc un facteur subjectif, la subjectivité de la perception. C'est ce que le docteur Etienne disait tout à l'heure. Parfois, les urgences en France sont encombrées par souvent des gens qui ne devraient pas normalement appeler les urgences ou aller aux urgences. Donc, ils ont une perception qui est quand même assez biaisée. Donc là, par exemple, il y a des dimensions, donc l'utilité perçue, la sécurité perçue, l'inconvénient perçu, les bénéfices. Donc, c'est ça les éléments de base, les items qui nous ont permis de déterminer des ensembles ou des sets de facteurs, lesquels ont permis de définir le domaine. Et donc, on a fait un modèle à 3 niveaux d'acceptation. On a l'acceptation du facteur, l'acceptation de l'ensemble de facteurs qui fait l'acceptation du domaine. Alors, le dispositif technique, là, je passe sur les détails, mais on a par exemple l'utilisabilité, les caractères du dispositif technique, la conception, comment il était conçu, son ergonomie, l'efficience, etc. Donc là, il y a... Et pour finir, l'environnement du patient quand il s'agit du diabète, l'influence sociale, le rôle du système de santé et puis l'implication des professionnels de santé. Donc tous ces facteurs-là nous ont permis d'arriver à ce modèle-là que vous voyez, j'espère, donc qui est assez complexe avec avec les catégories dont je parlais, et donc on arrive à avoir quelque chose qui tient la route scientifiquement lorsque on l'applique. Bon voilà, de façon, voici donc des exemples de l'anxiété et le stress qui est un facteur d'acceptabilité. Voilà, bon, on explique comment donc on l'a obtenu, comment on l'a testé, et ça c'est des résultats du test, etc. Bon, voilà, il y a à la suite de ça c'est un projet qui a été financé pas mal, et donc il y a eu un guide. C'était financé par, dans le cadre de la Sorbonne University, dans l'IUIS. Je ne sais pas si Dr Etienne a connaissance de ça. Et bien là, il y a le détail des démarches, des méthodes, etc. qu'on a appliquées. Puis là, il y a tous les éléments relatifs dans ce guide qu'on a remis. Suite au travail qui a été réalisé. Bon, voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail d'un détail un peu, j'allais dire, un peu scientifique de la chose, mais c'est besoin, donc on pourra à l'occasion en discuter pour vous montrer, puis, et bon, peut-être l'adapter pour le Maroc, l'adapter pour s'y inspirer pour créer un autre modèle, voilà. Voilà, docteur. Merci beaucoup, professeur. D'ailleurs, je tiens à saluer
remercier les presque 80 personnes qui nous suivent, les participants aujourd'hui au webinaire autour de cette thématique. Avant de passer à vous, Dr. Luik, généralement, Dr. Luik, on a l'impression que l'intelligence artificielle est en train de bouleverser les pratiques avec d'un côté l'idée d'une autonomisation totale d'un certain nombre de tâches au niveau de l'hôpital qui vont peut-être faire gagner du temps, et de l'autre côté cette crainte de déshumanisation du processus de soins et que la l'IA prendra une place beaucoup plus importante qu'il le faut. À votre avis, est-ce que certaines tâches ou spécialités vont carrément disparaître dans le futur et seront éventuellement concurrencées ou carrément remplacées par l'intelligence artificielle? Alors, non, en fait, non. Vous savez, c'est ce que je dis pour qu'il y ait un malade, enfin, pour qu'il y ait un médecin, il faut déjà qu'il y ait un patient. Et ce qui compte, c'est la relation médecin-patient. La machine ne pourra jamais remplacer un médecin parce que qu'est-ce qui compte? C'est le soin. Une machine peut aider à prescrire un traitement, elle peut aider à porter un diagnostic, mais le soin ne peut être porté qu'un être humain à un autre être humain. La machine ne fera pas ça. Pourquoi? Parce que nous avons un phénomène que nous utilisons énormément, nous les médecins, c'est l'effet placebo. Et une machine ne peut pas donner un effet placebo. C'est quelque chose de froid. C'est quelque chose on ne peut pas se passer d'une relation interhumaine entre un médecin et un patient. Par contre, la machine peut énormément aider. Et je voudrais revenir sur ce que a dit le professeur Hanami, qui est très important, très important, qui est la notion de taxonomie. C'est-à-dire que si nous voulons parler avec la machine, si l'hôpital, au sein de ces structures administratives et l'hôpital au sein de ces structures médicales, si elles veulent communiquer, elles ne peuvent communiquer qu'au travers de la parole du patient. Je voudrais insister là-dessus parce que dans les taxonomies telles qu'elles sont faites, ce sont des taxonomies qui sont faites top-down, c'est-à-dire que c'est les médecins, les informaticiens, les administratifs qui déterminent les termes, les mots. Et quand on essaye, nous, les médecins, de faire rentrer, enfin, quand on essaye de faire rentrer dans la vie courante les mots du patient à l'intérieur de ce système, ça ne marche pas. Ça ne marche absolument pas. Et vous avez donc des tas d'ontologies. Vous avez l'OINC, vous avez donc qui s'occupent de la biologie, vous avez des tas de vous avez des tas enfin d'ontologies qui permettent de structurer la pensée. Et cette structuration de la pensée, vous avez la SIMD, vous avez la SNOMED, vous avez plein de choses. Tout ça, c'est toujours fait d'une pensée médicale ou administrative vers le patient. Et on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à communiquer. Tous les hôpitaux ont fait chacun dans leur coin quelque chose. Tout le monde a inventé quelque chose et rien ne communique. Nous avons un mot qui résume tout, c'est le problème de l'interopérabilité. Actuellement, aucune interopérabilité ne fonctionne. Et pourquoi aucune interopérabilité ne fonctionne? Parce que chacun a fait son petit truc dans son coin et ça ne communique pas. Donc, si nous partons de la base, qui est le patient, qui est la parole du patient, et que nous nous servons de la parole du patient, en particulier en structurant les symptômes, nous, ça a été notre travail pendant des années, on a abouti à 216 symptômes, il n'y a que 216 symptômes qui résument l'ensemble de la plainte du patient, chaque symptôme possédant bien sûr des tas de caractéristiques, puisque quand on a une douleur abdominale, elle peut être à gauche, à droite, au milieu, elle peut augmenter, diminuer, etc. Vous avez des tas de moyens de caractériser un symptôme. Si nous parlons déjà des symptômes, avec une taxonomie qui nous permette de structurer les symptômes, eh bien, on se rapproche de la parole du patient. Et vous voyez, je vais reboucler sur votre question sur l'inhumanité ou sur la déshumanisation. Si justement nous partons de la parole du patient, il n'y a plus de déshumanisation parce que nous partons de la plainte du patient. Et si l'IA utilise la plainte du patient, eh bien, il n'y aura pas de déshumanisation. En revanche, si vous faites donc une vision qu'on appelle le bottom-up, hein, bon, pour utiliser des mots à la mode, si vous utilisez une pensée qui est une pensée top-down, là, vous allez aller sur la déshumanisation. Et vous y allez à grands pas.
Donc, il faut absolument, et moi je me bats en France pour ça depuis des années, pour qu'on ait des ontologies qui soient des ontologies qui se fondent sur la parole du patient, sur les symptômes, et que l'on construise tout notre système de pensée à partir de cette parole du patient. Alors, cela dit, ce n'est que la plainte du patient et ce ne sont que les symptômes. Maintenant, nous avons besoin, les médecins et l'administratif et l'hôpital, nous avons besoin des diagnostics. Alors, pour les diagnostics, nous avons des ontologies. En France, nous avons la CIM 11, bon, qui est pas terrible, honnêtement, parce qu'il y a plein de trous dans la raquette. La France a enfin acheté la SNOMED City, qui est beaucoup plus complète, qui est beaucoup plus complexe, mais qui est beaucoup plus complète, et qui a beaucoup moins de trous dans la raquette, et surtout qui permet une évolutivité. Donc, il est indispensable qu'il y ait des ontologies qui soient des ontologies qui nous permettent de communiquer. Et je pense que la SNOMED City, c'est vraiment quelque chose qui est le plus efficace parce que à la fois, ça permet de respecter la plainte du patient et la parole du patient, et en même temps, ça permet de structurer les diagnostics avec quelque chose qui est quand même assez open source. Donc, c'est très important qu'il y ait ça. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'interopérabilité possible. La déshumanisation est à notre porte et surtout, on n'arrivera surtout pas à faire marcher les IA parce que, c'est ce qu'a dit le professeur Hadami et c'est très important, c'est les datas. Les datas sont fondamentales parce qu'aucune IA ne peut fonctionner si elle n'a pas de data. C'est ce qu'a dit le professeur Benami, il a absolument raison. Nous avons tous besoin de data et ces datas doivent être qualifiées et elles doivent être le reflet de la pensée, enfin de la parole du patient. Il y a une phrase une phrase qui est excellente, qui a été inventée par quelqu'un qui s'appelle la violence faite aux données, la violence faite aux data. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole du patient, c'est une donnée initiale qu'on pourrait appeler des données natives. OK? Donnons ce thème de données natives. De l'autre côté, vous avez le médecin qui essaye d'interpréter cette plainte. Et il transforme cette plainte. Il la transforme avec ses mots. La personne dit qu'elle a mal au crâne, ben, le médecin, il dit c'est une céphalée. D'accord. Alors là, c'est facile. Mais de temps en temps, vous avez des mots ou des expressions qui ne rentrent pas dans le schéma de la pensée du médecin. Et le médecin, lui, il la transforme en des mots qui lui permettent de donner un sens aux choses, de façon à ce que nous, les médecins, on parle des choses entre nous. Mais en faisant ça, on dénature la parole du patient. Et au fur et à mesure, quand ça passe dans un système d'information, qu'il soit hospitalier ou non hospitalier, ce mot est transformé. C'est l'histoire du téléphone arabe, vous savez, on se transmet un mot d'une oreille à une autre, et on arrive à la fin à des données qui sont complètement dénaturées par rapport à la plainte du patient. Et ça, il ne faut pas aboutir à ça. Parce que si on fait ça, nous allons avoir des IA qui vont nous broyer, qui vont dire n'importe quoi, elles vont nourrir des systèmes d'information qui vont apprendre des données fausses, et on n'arrivera à rien. Donc, je pense que, enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai tendance à dire, bon, j'espère être entendu petit à petit, c'est qu'il faut créer des ontologies qui partent de la parole du patient. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous, professeur. On passe aux questions du public. Donc, on a avec nous aujourd'hui Adil Siraj qui a posé une question ici sur le chat. Elle a dit qu'en est-il de la nouvelle forme de gouvernance instaurée par la digitalisation du secteur de la santé, notamment le sentiment de contrôle par l'administration, puisque théoriquement, chaque opérateur a un login et un mot de passe qui permet de remonter à lui et par conséquent évaluer sa pratique, c'est-à-dire l'évaluation de la performance du personnel dans le management. Peut-être, professeur Azizine, voulez-vous peut-être réagir par rapport à cette question? Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, très bien. Merci beaucoup aussi, Siraj, pour cette question très intéressante. Alors, très importante, très intéressante, la question de la gouvernance, pas uniquement de la gouvernance de l'IT ou de digital ou de l'IA pour le domaine de la santé ou pour la santé, le secteur de la santé, mais pour tout domaine. Alors, la ramener à la question au domaine de la santé, il est évident
que sans gouvernance, hein, donc c'est le top, il faut qu'il y ait une gouvernance une IA gouvernance, hein, qui est, j'allais dire, continentale, nationale et puis régionale. Hein, il faut qu'il y ait une gouvernance. Aujourd'hui, il y a des opinions, il y a des avis, mais il n'y a pas de gouvernance. Alors, encore une fois, on n'a pas le temps d'aller dans le détail de ce que pourrait être la gouvernance, mais juste rapidement, si on veut définir la gouvernance, on peut dire que d'une manière économique, et puis après on l'adapte pour la santé, en considérant comment ça fait, donc que le soin est une valeur pour les patients, ou le bien-être est une valeur pour l'homme tout simplement et la femme. Donc la gouvernance, c'est l'ensemble des mécanismes sur lesquels les différentes parties prenantes se mettent d'accord pour protéger. Donc là, quand on l'applique en économie, pour protéger l'apport des actionnaires. Et donc là, il suffit tout simplement d'appliquer, d'adapter cette définition pour protéger donc le bien du patient, le bien de l'humain, c'est-à-dire sa santé en premier, et voir quels sont les mécanismes, la manière de faire avant d'investir, avant de penser la NIA, ni le qui fait quoi, comment investir, combien d'argent, etc. Et ces mécanismes, cette gouvernance doit être élaborée entre différentes parties prenantes, des stakeholders. Et donc, ces différentes parties prenantes, il y a les médecins, bien sûr, il y a tous les personnels de santé, tous les acteurs dans le domaine de santé, il y a les patients, tout type de patients. Donc, si on prend le cas de la France ou du Maroc, donc on a une personne qui a 80 ans, c'est pas, qui souffre d'un diabète, c'est pas comme un jeune qui a 30 ans ou une jeune qui a un diabète du type 1, c'est pas du tout la même chose. Donc il faut tenir compte il faut impliquer aussi dans cette gouvernance les premiers concernés, à savoir les patients et tout simplement donc l'homme ou la femme ou les deux, pour, si vous voulez, donc éviter qu'ils tombent malades. Et moi, j'ai on pourrait éventuellement, donc on continuait l'échange si le monsieur qui a posé la question, donc pour pas trop monopoliser la parole. Mais moi, j'ai si vous voulez, un vœu, que ce soit pour mon pays, le Maroc, et pour mon deuxième pays, la France, c'est que lorsqu'on enseigne, et je remercie beaucoup, mais vraiment infiniment, Madame Docteur Hanimi, de saisir le taureau par les cornes, et puis bon, d'aller faire de comprendre comment fonctionnent les technologies, l'IA, etc. en tant que médecin. Et je pense que en France et au Maroc aussi, malheureusement, ça manque dans l'enseignement. Et donc, quand on enseigne la pratique médicale, on enseigne le comment soigner. Il faut peut-être impliquer, donc là, enseigner ce que sont les technologies, notamment le digital, l'IA, et enseigner comment éviter de tomber malade, en fait. Et là, donc, cette façon de faire et aussi doit être couverte par la gouvernance. Donc, il y a énormément de choses à dire sur la gouvernance, et pas la limiter à j'ai telle solution au système d'information de santé qui me demande de rentrer mon login avec mon mot de passe. Ça, c'est de la technologie, et la technologie sait faire pour éviter qu'on rentre quoi que ce soit comme données. Mais ce qui importe, et là, j'enchaîne avec, je complète un peu, je rebondis ce qu'a dit le docteur Etienne, la donnée, elle est très importante, mais c'est la matière première pour l'information. Le médecin ou l'acteur de la santé, il détient une information, et cette information, au fur et à mesure qu'il est diffusée, elle est transformée, elle est biaisée, et c'est ça aussi un problème, c'est de donner de l'importance à l'information que de la donnée qui tout simplement n'a pas de sens, n'est pas interprétée par tel ou tel. Et ça aussi, ça devait être pris en compte dans la gouvernance. Donc voilà, j'arrête là, mais encore une fois, je reste ouvert en dehors de ce webinaire pour discuter ce thème-là ou d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Je tiens toujours à remercier les 80 participants qui nous suivent aujourd'hui pour l'interaction. Vraiment, je suis contente de voir ce niveau d'interaction.
Et je rebondis sur la question de la décélage. Effectivement, la digitalisation est un facteur important de transparence dans le management en général et dans le management hospitalier en particulier. Donc là, elle permet un suivi vraiment rapproché et objectif de l'activité hospitalière, que ce soit sur le volet administratif ou médical. Il y a Samdal Amaria qui dit bonsoir, je suis Samdal du Cameroun. Ça fait plaisir de recevoir, de voir des gens du Cameroun en train de nous suivre aujourd'hui. Je suis très heureux de participer à ce webinaire dont la thématique est fondamentale pour l'Afrique et en particulier. Et on est aussi heureux que les gens du Cameroun sont en train de nous suivre et partager avec nous ce moment de partage de connaissances. Et il y a aussi Choukori Idrissi Meriem, bonsoir Choukori Idrissi Meriem, qui dit que vous parlez de la médecine prédictive. Oui, effectivement, on a parlé aujourd'hui aussi de la médecine prédictive, c'est-à-dire le pouvoir de l'interprétation, de la lecture, d'avoir une vision préalable à travers l'intelligence artificielle sur le profil pathologique de la personne, c'est-à-dire de pouvoir suivre une personne potentiellement malade avant qu'il ne le soit cliniquement, c'est-à-dire une personne génétiquement malade, et ça, le pouvoir miraculeux de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes, Madame Choukori Idrissi, vous êtes un ardent défenseur de la génomique, de la médecine prédictive, de la médecine 4.0 en général. Il y a Madame Hajar qui dit bonsoir, Monsieur Binani. C'est Daoud Hajar, votre sujet est très intéressant. Bravo, bravo Hajar de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et bravo aussi à professeur Binani qui nous a éclairé aujourd'hui, qui a apporté beaucoup d'éclairage à la question de l'acceptabilité en intelligence, surtout l'Internet des objets. Et il y a Michel Franck, notre ami Michel Franck, bonsoir, qui nous dit qu'en est-il de Maroc par rapport à la télémédecine en lien avec l'hôpital? Le Maroc, je peux répondre à cette question pour vous dire, le Maroc est un pays qui est très en avance par rapport à la question de télémédecine. D'ailleurs, moi, je dis que le Maroc se compte parmi les rares pays de la région MENA qui dispose déjà depuis des années d'un cadre juridique qui réglemente et qui encadre l'activité de télémédecine. Et elle est exercée d'ailleurs dans la période de la Covid. Les médecins n'ont trouvé aucun souci à partager, à faire des actes de télémédecine. Le seul point qui reste à défendre, c'est la remboursabilité pour augmenter cette notion. Il y a la notion d'acceptabilité parce que les patients et les médecins arrivent à l'utiliser. Il y a des plateformes, et d'ailleurs, Sa Majesté le roi Mohamed VI vient de faire un projet gigantesque par rapport pour lier les zones hypodenses en matière de prestataires de soins, de professionnels de santé, via un projet de télémédecine. Il reste seulement la question de remboursabilité et de financement. Merci pour cette question. C'est une question qui est vraiment intéressante. Et il y a Samdal, voici ma question, qui pose la question, Samdal Amaria, toujours de la Cameroun, qui pose sa question. En quoi les données d'entraînement peuvent améliorer les entretiens patients-médecins? Peut-être vous voulez réagir par rapport à cette question, docteur Luig? Oui, alors merci pour cette question parce qu'elle est très importante parce que effectivement les données, si nous avons je me répète un petit peu, mais les données, si elles ne sont de mauvaise qualité, eh bien les IA ne fonctionneront pas. Et pour avoir des données de bonne qualité, déjà, il faut avoir des médecins qui soient formés. Or, l'IA peut aider à la formation médicale. Oui, nous avons un problème en France, mais je pense que vous l'avez peut-être également, c'est que la sémiologie est complètement, c'est-à-dire l'étude des signes et le recueil des symptômes, est complètement dépassée par le fait de la prescription d'examens complémentaires. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le médecin voit le patient, il l'écoute à peine, son problème à lui, c'est de savoir quel examen il va demander. Et donc, la parole du patient passant complètement au second plan, ça entraîne une errance de la part du médecin parce qu'au lieu
de s'asseoir 10 minutes, de réfléchir et de poser quelques questions, il va demander 43 000 examens. Le patient, ça va coûter énormément d'argent et le patient finalement va errer à l'intérieur du système de soins, alors que si on lui avait posé les bonnes questions, eh bien on aurait amélioré les choses. Ce qui veut donc dire que l'IA peut aider à la formation de médecins qui vont pouvoir être capables d'interroger le patient. Et il n'y a pas que le médecin. L'infirmière peut aider le médecin. L'ambulancier peut aider le Oui, médecin en posant des questions. Et donc, le rôle de l'IA, c'est d'amener une interrogation du patient et de transformer cette parole non structurée en des données structurées qui seront utilisables par les médecins, par le système d'information et par le système d'information hospitalier. Et à ce moment-là, on va pouvoir recueillir des données, des datas qui auront du sens. Et ça va aider les pouvoirs publics. Parce que les pouvoirs publics, ayant des données qui sont des données véritables, certaines et fiables, pour amener une politique de santé qui sera basée non pas sur des données non fiables, mais sur des données fiables. Donc, le recueil de la donnée, c'est le point de départ. Et s'il n'y a pas, si les IA gèrent de mauvaises données, eh ben, elles résonneront mal parce que une IA n'est pas intelligente. On dit intelligence artificielle, mais il faut utiliser les termes. Ce sont des gestionnaires de données. Et ChatGPT, moi, je lui ai demandé l'autre jour quelle était la différence entre les œufs de babouin et les œufs de poule. Ben, il m'a expliqué que les œufs de babouin étaient plus durs parce que, en fait, les femelles babouins sautaient dans les arbres avec leurs œufs et qu'il fallait que les œufs ils soient plus durs. Donc, vous voyez, on se trouve, il faut donner à l'IA la mettre là où elle est, et ce n'est qu'un outil. Ce n'est qu'un outil au service des médecins, au service de l'administration, donc de l'hôpital qui gère ça, et pour le bien oui. du patient. C'est ce qui a été dit par le professeur Benami, et c'est très important. C'est au bénéfice du soin et au bénéfice du patient. Le reste, c'est de la littérature. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut véritablement penser l'IA de façon à se dire à quoi ça sert, est-ce que ça répond à un besoin, et ça peut servir à diminuer l'errance médicale, ça peut servir à faire de la télémédecine, donc apporter du soin dans des zones de désertification, ça peut servir également, je vous l'ai dit, à la formation, et toutes les conversations qu'on avait eues pendant des années, que ce soit avec M. Boutaleb, avec M. Doukali quand il était à l'époque ministre de la Santé, le professeur Elioubi également, Mohamed Mouaoui qui nous a beaucoup écouté. Nous avons, je pense que le Maroc a véritablement la possibilité d'être un véritable hub pour l'Afrique et de donner et d'aider l'ensemble de l'Afrique à avancer. Et moi, je pense que les pays africains peuvent aller beaucoup plus vite que nous en France. Parce que nous sommes sur un vieux système, et je peux vous dire, moi qui suis dedans depuis des années, j'ai beaucoup de mal à faire bouger les lignes, parce que nous sommes sur des vieux systèmes, des vieilles pensées. Et il faut penser différemment. Et il faut penser en se disant, il ne faut pas forcément produire ce qu'il y a en France. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. C'est pas parce que ça vient de chez nous que c'est forcément bien. Il faut penser de façon autonome. C'est un peu le message que je pourrais un petit peu vous donner. Merci beaucoup pour votre objectivité, pour votre réponse, c'est clair. Il y a M. Franck qui ajoute un commentaire, il y a des projets en cours. Je suis dedans de la région de Souss Massadra. Effectivement, il y a plein de projets au Maroc en ce qui concerne la télémédecine. Il y a aussi Taillé, Sylvain, il dit que le nœud de la digitalisation est le respect de la confidentialité de données, tout à fait. Personnel des patients, la question est de mettre sous serment le service informatique, tout à fait. Donc, la question de confidentialité et de l'hébergement, comment les données sont stockées, hébergées, utilisées, partagées, tout ça, ce sont des questions majeures en matière de, d'ailleurs, ça parmi les questions éthiques de l'intelligence artificielle. Merci Taïe pour ce commentaire. Mamadou Keita, il dit, je suis Mamadou Keita de la République du Mali. Ça fait plaisir de recevoir des gens du Mali qui participent ce soir à ce webinaire. Grand merci à vous. On vous remercie également.
La première question, quelles sont les limites de l'IA dans le domaine de la santé? Et sa deuxième question, est-ce qu'il y a un risque lié à l'IA pour le patient? J'ai une question, quels sont les défis, pensez-vous, que les hôpitaux pourraient rencontrer lors de l'intégration de la technologie numérique et de l'IA dans la gestion au quotidien? Je crois, c'est la même personne. Donc oui, effectivement, on vient d'en parler. Et il y a la question d'intégrité des données. D'ailleurs, il y avait un hôpital, c'est un grand accident, l'hôpital Épinal, qui a que les données d'entraînement de l'intelligence artificielle n'étaient pas aussi bien faites, qu'ils ont eu des accidents d'irradiation, les doses d'irradiation étaient mal calculées parce que l'algorithme n'a pas été bien entraîné. Donc là, il y a le risque de la qualité des algorithmes, la validité de l'algorithme, la validité de la donnée, la data. Et il y a aussi la question de confidentialité, elle est très très importante, les questions éthiques, l'éthique de l'IA. Est-ce que l'idée elle est éthique, par exemple, de développer des IA pour prédire la question, pour prédire par exemple la mort? Là, donc il faut avoir une pensée éthique, et là il y a l'émergence de concepts de l'éthique by design, c'est-à-dire avoir se poser et avoir la hantise éthique lorsqu'on fait de l'IA. Il y a aussi la question énergétique. Aujourd'hui, on se pose la question quel serait l'impact de l'IA sur l'environnement. Là, toutes ces questions, et bien sûr, la question de l'acceptabilité par rapport, donc les professionnels de santé, est-ce qu'ils vont accepter et s'approprier facilement de l'intelligence artificielle. Là aussi, la formation des nouvelles générations, donc aussi c'est un facteur important. Fatiha est entièrement d'accord avec vous, Monsieur Luik, Docteur Luik, on est tous d'accord avec vous ce soir. Merci pour vos interventions. Il y a beaucoup de commentaires, donc là aujourd'hui, malheureusement, on ne va pas pouvoir tous les lire. Et je vais dire que merci beaucoup pour ce webinaire. Merci à vous, Ali. Il y a aussi M. Taïel qui nous rejoint depuis le Togo. Ça fait plaisir de recevoir des gens du Togo. Nous vous remercions pour votre participation. Rappelons que ce webinaire a été organisé en marge du lancement du MBA en management des établissements de santé à l'ESSESCA Paris, campus de Rabat. Donc, elle est l'heure. Notre webinaire arrive à sa fin. Je vous remercie infiniment. Je remercie tous les participants et ça m'a fait plaisir de voir que les 80 participants, ils ont resté fidèles pendant toute la durée, toute la séance de notre rencontre, dans nos débats. Vraiment, je tiens à remercier chaleureusement nos chers panélistes. Je tiens à vous remercier, professeur Azdine Benani, pour vos interventions pertinentes. Je tiens aussi à vous remercier, docteur Luik Etienne, pour vos éclaircissements et pour votre intervention. Tout le monde vous applaudit, on vous applaudit tous et on vous donne rendez-vous lors de notre prochain rendez-vous, un autre webinaire avec une nouvelle thématique, avec des intervenants qui vont partager avec nous des moments de savoir. On vous donne rendez-vous le prochain mois et toujours avec l'ESSESCA Paris, campus de Rabat. Très bonne soirée. Merci à vous. Merci pour votre invitation.